Salut les coachs! Si vous avez suivi les aventures de Lanester jusqu'ici, vous savez qu'après la départementale 1, la régionale 3, la régionale 2, bien nous avons fini par triompher de la régionale 1 et monter en nationale 3. Ça n'a pas été sans mal. Il nous a fallu 3 longues années pour prendre la mesure du niveau de la R1 et triompher de la difficulté des conditions de montée. Il nous a fallu aussi ce temps-là pour préparer des jeunes à nous accompagner dans cette aventure. Ce n'est pas fini, il reste encore un match, on va le faire là aujourd'hui. Là. Et puis ensuite, ça va être l'heure des bilans parce qu'il va falloir quand même tirer conclusion puis se préparer à cette année de National 3. Alors, allons-y, préparons ce dernier match. On en est au 12 mai. Le match, c'est demain. Ils ont fini deuxième de régional de l'année dernière. Ils sont tout récents promus de R1. Ils sont 11e. Leur maintien est assuré. C'est aussi dur pour eux que cela a été pour nous dans notre première année de régional 1. Bon, ils ont évité la relégation, tout juste. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur... Ah oui, d'accord. Dure fin de saison pour Kevin. 5 défaites de rang. Bon, puisqu'ils sont sûrs de rester en Régional 1, nous, on va quitter la Régional 1 et on va essayer de les y enfoncer un peu plus parce qu'il n'y a pas de raison qu'on leur fasse de cadeaux. Qu'est-ce qu'on apprend de plus sur eux? Contrôle de possession et globalement, on ne doit pas jouer dans la même classe. Hein, voilà, on est très très loin au-dessus d'eux. Leur gardien fait beaucoup d'arrêts, mais il a une défense perméable. Nous, on a une défense impénétrable avec beaucoup d'arrêts aussi. Bon, on va pas se poser trop de problèmes. L'ambiance est excellente, tout va bien. C'est le dernier match de la saison à domicile, donc on va faire la fête avec notre public. On a une toute petite chance que Saint-Malo soit battu, mais bon, n'y comptons pas trop. On va se retrouver pour le match. On a gagné 3-1 contre Kevin, sans surprise. Un bon match, même si on a eu un petit doute quand Kevin a égalisé. On va aller voir les buts tout à l'heure. L'équipe était entièrement constituée de jeunes, quasiment, à part Forveille et Masson, qui constituaient la charnière centrale. Tous les autres ont 20 ans, 21 ans, gros maximum, probablement moins. Guigny, il a 26 ans, Forveille et Masson ont la trentaine. Tous les autres sont à 20 ans, gros maximum. Maria a 21 ans. Une bonne équipe de jeunes, pas de problème particulier. Vous voyez, 9 tirs cadrés, 3,15 de XG, la possession, les passes réussies, tout va bien. On regarde les buts. Ça n'a pas traîné, en fait, dès le début. D'entrée de jeu pratiquement, voilà, le Buseli intercepte, Nguini, Maréchal s'ouvre la voie et la place hors de portée du gardien, en pleine lucarne. On jouait depuis à peine 8 minutes. Bon, il faudra attendre la fin de la mi-temps pour voir Kevin avoir une seule occasion, leur première occasion quasiment. Rodriguez égalise, mais ça n'a pas traîné. Avant la mi-temps, nous aussi, voilà. Hop, il y aurait peut-être eu pénalty, mais Maria était en embuscade et a récupéré le ballon qui avait échappé à Maréchal. 2-1. Ricard allume la mèche pour Meillet sur l'aile droite, qui centre instantanément pour Nguini plein axe, imparable. 3-1, ce sera le score final. Tous les buts ont été marqués en première mi-temps. C'était un match quasiment sans enjeu, il faut bien le reconnaître. Les probabilités que Saint-Malo perde son match étaient extrêmement faibles. Donc félicitations à Nguini, qui a peut-être là gagné sa place pour jouer dans la ligne d'attaque avec la Nester. Ça va faire partie des questions à se poser pour la saison prochaine. Donc, c'est l'US Saint-Malo, vainqueur du championnat de R1 Bretagne, que nous accompagnerons en National 3. C'était le plus important. On n'est que deuxième en barrage. Oui, on est deuxième derrière Saint-Malo. Landerneau, lui, ne fait que troisième. Landerneau, c'était Régional 1 Bretagne, groupe A. Ah tiens, Saint-Renan a mal fini sa saison et ne termine que troisième. Après nous avoir éliminés en Coupe de Bretagne, ils ont eu du mal à finir leur saison. Donc oui, Saint-Malo est devant nous. On le savait que ce serait très très difficile d'aller les chercher. La défaite contre Ménimur nous a tués. Ouais, il aurait fallu qu'ils se concèdent un match nul contre Dinan, qui était l'autre club rétrogradé de National 3. Quand on voit cette fin de championnat qu'ils ont, c'est très difficile de lutter contre ça. C'est dommage parce qu'un titre un titre, c'est toujours bon à prendre. Question réputation, gagner le groupe B ne rapporte rien, quasiment rien. Monter en National 3 rapporte sans doute un peu. Gagner la Régionale 1 Bretagne nous aurait certainement rapporté pas mal de points. Je vous rappelle que la réputation est notée de 1 à 9999 et est affichée sous la forme d'étoiles de 0 à 5. La Nester est toujours à une demi-étoile, réputation obscure. La dernière fois que j'avais regardé, entre guillemets, la valeur en nombre de points, on était aux environs de 700 points. Tant pis, on fera mieux la prochaine fois. Donc voilà, on en finit
avec le groupe B dans lequel on a quand même passé 3 ans. Saint-Bugan et Auray sont donc les clubs relégués. Plomeur 56, sauf ses fesses d'extrême justesse. Kevin était sûr d'être maintenu, donc voilà. Dernier match de la saison en réserve également. Large victoire pour la réserve. 8-1 contre l'Agnon FC Réserve. On n'a pas pu faire jouer forcément les joueurs de l'équipe 1 qui n'avaient pas été retenus ou sélectionnés dans l'équipe pour cause que vous savez maintenant pourquoi. Quand l'équipe réserve ou l'équipe U19 joue le même jour que l'équipe première, eh bien il y a un bug football manager qui fait que ces joueurs sont considérés comme faisant partie de l'équipe première, qu'ils sont impliqués dans un autre match ce même jour alors qu'ils ne sont pas du tout sur la feuille de match. Donc voilà, triste mais c'est comme ça. Bon là ça n'impacte pas. 8-1, c'est quand même sévère. Hein. Ah oui, 2 buts pour Riche, 2 buts pour Brun, 1 but pour Briand, 1 but pour Valère et des passes décisives pour un peu tout le monde. Donc voilà, beau. Après une saison remplie de doutes, la réserve finit en beauté. Très longtemps, on a été mené par Luc Micheli qui nous a posé beaucoup de problèmes et qui est fini pas très loin derrière. Hein. Ils nous ont bien aidés. Hein. Ils auraient dû monter. C'est pas croyable de finir le championnat comme ça. Regardez-moi ça un peu. Depuis le 1er janvier, c'est 1, 2, 3, 4 victoires, mais 1, 2, et de 4, 6 matchs nuls pour Luc Michelic depuis le 1er janvier. 2 défaites, 6 matchs nuls, 4 victoires, c'est pas un rythme de champion. Et l'équipe de Lanester a fait beaucoup mieux que ça. Depuis le 1er janvier, une défaite contre l'Agnon, 1, 2, 3, 4 matchs nuls depuis le 1er janvier. Mais par contre, il y a 3 et 3, 6, il y a 7 victoires. Voilà. On est repassé devant Luc Michelic sur la constance, sur la durée, on va dire. La régionale 2 nous attend. On va pouvoir faire évoluer un peu plus nos joueurs et c'est très bien comme ça. L'équipe réserve monte dans la division supérieure. On finit que 5e sur l'ensemble des divisions de Régional 3 en Bretagne. Le champion, c'est Douarnenez Réserve. Je ne sais pas si elle a fait une grosse progression en termes de réputation. L'équipe première a gagné un petit peu, l'équipe réserve n'a sans doute pas gagné grand-chose. C'est un peu compliqué, on ne le voit pas dans le jeu, on ne voit que des étoiles. Lanester Réserve va monter en Régional 2, donc aura peut-être un peu plus de spectateurs et à des prix un peu plus élevés. Alors l'équipe U19, on le savait depuis un petit moment, elle a fini première de barrage des montées. Elle, par contre, elle a cartonné puisque elle a 53 points. Et le suivant sur les 2 groupes de Régional U19 en Bretagne, le suivant n'a que 39 points. Lanester U19 n'a perdu qu'un match. Les U19 se rappellent de l'expérience douloureuse de l'année précédente en championnat national. On ne va pas s'attendre à gagner le championnat, ça c'est clair. Si on réussit à se maintenir en national, ce sera déjà bien. Nos petits jeunes sortis de l'école de formation du club, ils sont quand même meilleurs qu'il y a 2 ans. On peut espérer que ça va tenir. On en a monté beaucoup moins en équipe première parce que on peut pas faire jouer tout le monde en équipe première et puis on a sélectionné les meilleurs aussi. Là, on va resélectionner les meilleurs encore. Il y en a qui vont descendre de l'équipe première dans l'équipe réserve. La saison à peine terminée, réunion sur la modernisation du club. Vous savez comment ça se passe, on peut juste valider les choix de la direction. J'attire votre attention sur l'annonce en haut à gauche de l'écran. La direction a déjà fait ses choix, pas semi-professionnel. On va en discuter parce que moi, ça me plaît pas vraiment. Ah voilà, statut semi-professionnel, voilà. Je dirais bien ça, mais ça va pas plaire. Hein. Ça ne va sûrement pas plaire. Semi-professionnel, on peut garder des joueurs sous contrat amateur, ça va pas être forcément facile. Il va falloir trouver du pognon, quoi. Et aujourd'hui, le pognon, c'est ce qui nous manque le plus. Bon, puisqu'on nous le propose, on va donner notre avis et essayer d'obtenir une amélioration du centre d'entraînement. Mais c'est très cher. Ne rêvons pas. Bon, donc j'ai essayé, mais nous estimons que notre proposition convient mieux. Bon, de toute façon, la décision était déjà prise et affichée. On nous demandait notre avis pour la façade, quoi. Donc, on va passer au statut semi-professionnel. Alors, je vous le dis tout de suite, ça va pas être rigolo, parce qu'on a quand même que 34 000 euros dans les caisses. Si on regarde tous les mois, l'équipe de jeunes nous coûte, 8 000 euros. Et ce sera plus cher l'année prochaine en National 3. Le coût dépendant du niveau d'encadrement et ou de recrutement des jeunes, mais aussi de la division dans laquelle on évolue. Il va falloir renégocier ou pas le salaire des joueurs. Pour qu'ils bénéficient d'un entraînement correct, il faudra les payer. Il est clair que dès qu'un joueur sera payé, les autres demanderont autant, sinon plus. Et on va avoir des jeunes de 15 ans qui vont arriver en fin de contrat jeunes, donc qui vont être renégociés directement
par le directeur sportif. Le coût moyen actuellement est de 100 à 150 euros par joueur en contrat semi-pro, soit environ 60 joueurs à minima. Vous voyez déjà ce que ça représente. Mauvaise surprise également, je n'ai pas eu le temps d'engager de staff avant le passage en semi-professionnel. La demande que j'avais effectuée ayant été acceptée, et bien naturellement, les préparateurs ou entraîneurs adjoints approchés vont demander tous des brousoufs et en moyenne 150 euros par mois, eux aussi. Du coup, il faudra payer ceux qui sont déjà en place. Première approximation, entre les joueurs et les membres du staff, 80 fois 100 euros, soit 1000 euros par mois. Aïe, aïe, aïe. Et encore, je n'ai pas compté les mois de vacances sans entrée financière. Il est vrai que les billets à 40 centimes d'euros ne rapportant quasiment rien, je ne devrais même pas en tenir compte. Question, à partir de quel mois allons-nous passer en négatif ? Si on n'augmente pas le prix des billets, notablement, et si on ne trouve pas de nouveaux sponsors, je crains qu'on aille au-devant de gros soucis. Et ce sera de la faute de l'entraîneur, forcément. Du coup, Ted Lasso, c'est toujours moi, se fait offrir lui aussi un contrat semi-professionnel. C'est bien, combien il me propose ? 0 euros. Ben voilà, pas de salaire. Je serai donc le seul membre du staff à n'être payé que d'amour et d'eau fraîche. Sympa. Nous n'avons qu'un objectif à réaliser pour vous actuellement. Nous n'avons qu'un objectif à suivre. Former des jeunes à l'aide du système de formation du club. Bon, donc c'est la vision du club. La culture des dirigeants, elle a été dure de leur imposer ça. Hein. Mais c'est acquis. On est quasiment dans du live ban. On engage très très peu de joueurs. On ne va rien négocier. Je vais donc rester à 0 euros. Il faut se méfier du salaire à 0 euros. Pour le moment, tout va bien. Les relations sont au mieux avec le président. Le salaire à 0 euros est à double tranchant. Je vois beaucoup de coachs qui, pour essayer de rester dans les clous du plan comptable, baissent leur salaire au plus bas. Le risque est bien entendu que si vous passez sur un siège éjectable suite à de mauvais résultats, ça peut arriver, un salaire confortable sera un frein à votre licenciement, surtout si les comptes sont déjà en rouge. Ok, allez, c'est bon. On va pas discuter davantage, c'est pas la peine. Quand on change de statut, pour les joueurs, proposer 0 euros par mois comme me l'a fait là, à l'instant, il faut le faire. Il faut le faire parce que sinon, vos joueurs sont sans contrat, donc c'est très difficile de les prêter. Vous ne pouvez pas négocier de vente. Là, en passant semi-professionnel, il va y avoir une chose qui va changer, c'est que ici, vos joueurs vont avoir une valeur marchande dépendante de leur réputation et de leur âge, bien entendu. Voilà, valeur estimée, bon, elle est à 0 euros pour le moment. Il est toujours amateur. Le jeu ne peut pas lui attribuer de valeur. Elle sera très faible de toute façon en National 3. Faut pas rêver, c'est quand même la 5e division du championnat français, hein, Ligue 1, Ligue 2, National, National 2, National 3. Tous ces joueurs-là, même si on leur donne que 100 euros par mois, à la fin du mois, ça va nous coûter une blinde. Donc il va falloir être extrêmement prudent et il y en a forcément quelques-uns qui vont réclamer des sous. Les prochains New Gen qui vont sortir dans 9 mois, les meilleurs demanderont aussi un salaire. Ça va nous coûter très très cher. Il va falloir absolument que le président se sorte les doigts du tiroir caisse parce que ici on ne pourra pas continuer avec des prix moyens des places à 1 euro, surtout que c'est pas 1 euro. C'est en fait, d'après mes calculs, environ 40 centimes par billet. Et je cherche où se trouvent les statistiques dans record. Oui, ça doit être ici. Les records d'affluence. Non, ça c'est pas les records d'affluence qui m'intéressent. Affluence la plus élevée. Moyenne des spectateurs. Voilà, donc 240, 200. C'est plus faible que l'année dernière. Vous vous rendez compte, on a fait toute la saison en tête. C'est vrai qu'on a moins joué à domicile en Coupe de France. On n'a pas assez de spectateurs. Il y a 40 centimes par spectateur. Ben, vous voyez ce que ça fait. Ça fait une moyenne de moins de 100 euros par match à domicile. Et il n'y en a pas 10 000 des matchs à domicile. Donc on a vu, et on en est heureux, l'Annester monte en National 3. Parfait. L'intersaison va être compliquée à gérer. Ça va être très long. On a un deuxième problème avec les préparateurs. Vous étiez censé en avoir de trop. On les avait tout de même gardés, mais on ne pouvait pas remplacer ceux que l'on trouvait trop justes en qualité du fait du surnombre théorique. Maintenant, l'autorisation de garder nos préparateurs et même d'en engager 2 de plus et un entraîneur adjoint U19 en plus est arrivée. Mais voilà, ils sont très chers. Nos préparateurs ou nos entraîneurs adjoints, ils sont pas forcément mauvais. Ils ont des beaux diplômes, ils ont bien progressé, mais bon, voilà, ils sont quand même relativement limités sur le niveau de l'offensif, le défensif, la tactique, la technique, enfin sur tous ces points-là. Je ne vous ai pas montré leur évolution en un point d'attribut au fil des années, parce que ça aurait pris beaucoup trop de temps. On s'est contenté de suivre celle de Ted Lasso au cours des épisodes, mais là, visiblement, ils sont à leur plafond, ils ne progressent plus beaucoup, et c'est une gêne non seulement pour les joueurs, pour les faire progresser. La dernière année de R1 a été assez catastrophique dans les progrès des joueurs en termes de CA. Vous savez,
savez, ces phrases qu'on retrouve régulièrement, a fait des progrès au cours du mois précédent ou a progressé dans les notifications journalières. Et cette année, il y en a eu très très peu. Buisson a un petit peu progressé jusqu'au mois de décembre. Dans la pouponnière, il y en a eu un ou deux, je ne sais plus lesquels, mais des joueurs qui auraient dû faire des progrès absolument comme Maréchal, comme Hadji. Il y en a eu très très peu à faire des progrès. Je suis convaincu qu'il y a eu deux événements qui ont bloqué ça. D'abord, d'une part, le fait que la plupart des préparateurs et moi-même, en tant que coach, on était en cours de formation, mais ce n'est pas suffisant. Il y a certainement d'autres raisons. Et ces autres raisons, c'est l'absence de structure d'entraînement correcte qui pénalise énormément les entraînements, le faible nombre d'entraînements, mais en semi-professionnel, on n'en aura pas plus. Et puis aussi le fait que les préparateurs de tous les niveaux, hein, que ce soit en réserve ou en U19, ils sont quand même très limités. L'entraîneur de l'équipe réserve, quand on voit ses attributs, c'est pas foncièrement mauvais, mais c'est pas suffisant pour faire progresser les joueurs. Donc il nous faut de meilleurs préparateurs, donc les remplacer. Mais par contre, si on les remplace, il faudra négocier un salaire et on nous demandera certainement la peau des fesses. C'est compliqué la vie de coach. Le mois de mai et de juin, là, vont être compliqués à gérer. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire pour cette partie-là. Dans les bilans, il y a beaucoup de choses encore à voir. Il va chaque année faire le tour des équipes, joueur par joueur, savoir qui on garde, qui on abandonne. Je vais demander à faire un nouveau stage, diplôme continental A. Cette fois-ci, elle dure longtemps, hein. Ça doit être 6 mois. Donc je vais baisser la qualité des entraînements encore si je ne peux pas embaucher de nouveaux préparateurs. Bon, tant pis, c'est la dure vie d'entraîneur qui est comme ça. Dès qu'on aura les calendriers de National 3, on en reparlera. Je vais faire des recherches de joueurs aussi, il faut que je relance des recherches. Probablement pas en acheter beaucoup, on va se contenter de nos joueurs issus de l'école de formation parce que finalement ils se sont montrés tout à fait à la hauteur et que je pense que la plupart seront très facilement au niveau National 3. Je ne sais pas s'il le dit déjà là. Non, on parle encore que de Régional 1. Je pense que ça va être comme ça jusqu'à la fin du mois de mai, peut-être même jusqu'à la sortie des calendriers. On ne peut pas encore savoir le niveau des joueurs. On va aller voir les résultats de la sève, résultats immédiats, et puis aussi on va voir tout ce qu'on peut en dire. Pour résultats immédiats, vous le savez, si vous avez suivi les épisodes précédents, c'est demi-teinte. Si vous ne le savez pas et que vous ignorez même de quoi l'on est en train de parler là aujourd'hui maintenant, eh bien sachez que depuis le début de cette 3e saison de Régional 1, j'ai mis mon titre en jeu en quelque sorte, c'est-à-dire que j'ai créé une deuxième sève avec la même équipe dès le début du championnat, c'est-à-dire au retour de vacances des joueurs. Et j'ai décidé que je ne superviserai pas les matchs. Je ne superviserai moins l'entraînement également. Donc j'ai confié les clés du camion à Football Manager. C'est Football Manager qui gère les matchs. C'est mon staff qui gère les entraînements. Bon, je supervise rapidement les entraînements individuels, mais ce sont les entraînements calendrier. Ici, bien voilà, pour l'équipe première, comme pour l'équipe réserve, comme pour l'équipe U19, ce ne sont pas mes entraînements à moi que j'ai préparés spécialement pour cette save, mais les entraînements par défaut fournis par Football Manager. Vous voyez, style tactique et équilibré, attaque, etc. La même chose pour l'équipe réserve. J'ai laissé les entraînements principaux à Football Manager. J'ai changé aussi ici quelques niveaux de responsabilité, c'est-à-dire que je demande moins souvent de rapports. Je laisse les tactiques plus ou moins libres. Je laisse les entraînements à la bonne volonté des entraîneurs adjoints. Je ne gère que les entraînements individuels, ceux que l'on trouve, vous savez comment, ici par exemple, entraînement individuel. Bon, je gère quand même ici les domaines additionnels lorsqu'il y a lieu d'y en avoir. Et pour les matchs, on utilise le fameux bouton résultat immédiat qui se trouve au début des matchs. C'est un plugin qu'il faut installer en plus et qui permet au lieu de dérouler le match normalement, c'est-à-dire avec vos interventions, vos choix de tactique et vos modifications tactiques en cours de match, vos interactions avec les joueurs, les changements, etc. Tout ça disparaît. On clique en début de match sur résultat immédiat et on saute directement à la fin du match. Ça va beaucoup plus vite, ça permet de gagner du temps. Et l'idée était, est-ce que cela vaut le coup ou est-ce que c'est moins utile
et moins efficace que de gérer complètement le match. Alors si vous ne savez pas ce que c'est le résultat immédiat et comment on l'installe, j'ai une vidéo qui vous explique comment l'installer. Bien voilà, elle apparaît là en haut de l'écran. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous pouvez aller voir. Ça s'installe facilement, c'est gratuit, c'est une modification de skin. Si vous avez déjà un skin différent du skin par défaut, sachez qu'on peut l'installer par-dessus, que certains skins d'abord ont déjà leur bouton résultat immédiat intégré, et que sinon, j'ai aussi une vidéo qui parle de comment on gère les skins et comment on peut modifier soi-même les skins de Football Manager. Dans cette vidéo, on explique comment on peut rajouter le bouton résultat immédiat sur un skin modifié ou sur un skin indépendant, autre. Donc voilà, tout ça c'est fini, on n'en parle plus. Bilan en fin d'année. Bilan en fin d'année, j'ai rien géré, j'ai laissé Football Manager gérer. Si vous avez suivi les épisodes de cette troisième saison de Régional 1, vous savez déjà que les résultats, au début, ça a été à peu près équilibré. On se demandait si par hasard Ted Lasso serait pas battu par Football Manager. Pas du tout. En fin de saison, l'équipe résultat immédiat, celle dont tous les matchs ont été gérés par Football Manager, elle termine cinquième, ce qui est très honorable, hein. Compte tenu des effectifs, c'est très bien. Évidemment, celle que j'ai menée, moi, m'a placé en tête du championnat, et on monte en National 3, ce qui est loin d'être le cas de l'équipe résultat immédiat. Donc, Ted Lasso 1, Football Manager 0. En toute modestie, ceci dit, en aparté. Mais j'en suis ravi, hein. Ça aurait été la honte si j'avais pas fait aussi bien, voire mieux que Football Manager sur ce domaine-là. Alors, quelles sont les différences aussi? De manière assez étonnante, il y a eu beaucoup plus de blessés dans la partie résultat immédiat que dans la partie gérée par Ted Lasso. Donc Ted Lasso, c'est moi, hein. Très bizarre, je sais pas. Et puis des blessures plutôt graves. Donc là, l'historique des blessures, voilà. On a eu Guillaumard 5 semaines, Meillet 2 mois, Philippe Maréchal 2 mois. Tout ça en début de saison, ça avait gravement perturbé les entraînements. C'était avant que, je crois bien que ça, c'était avant la séparation entre résultat immédiat et l'autre, puisque ces joueurs-là étaient déjà blessés aussi avec l'équipe dite régulière. C'est après que ça a commencé à se gâter. Voilà, donc Jean-Paul Manga, 2 mois quand même. Une rupture du tendon rotulien, c'est pas n'importe quoi. Maverick Mayout, une cheville cassée en cours de match, 3 à 4 mois. Desarrojo, une blessure à une hanche en match également, 3 mois. David Meillet, distension des ligaments de la cheville, 4 semaines. Bon, après, c'était un peu moins, mais vous voyez, le nombre de blessés qu'il y a eu, on va vérifier dans la partie régulière, mais il y en a eu beaucoup moins que ça c'est certain. Donc ça m'a un peu perturbé. Je ne sais pas pourquoi il y a plus de blessés dans la partie résultat immédiat. C'est peut-être du hasard. Il y a beaucoup d'aléatoires aussi avec Football Manager, faut pas le perdre de vue. L'équipe réserve, elle aussi fait moins bien, puisqu'elle fait que deuxième. Pas forcément mal, hein, c'est bien aussi. Elle fait deuxième, pas derrière le même. Dans l'équipe de la partie régulière, c'était Lok Micheli qui cassait toute la baraque, sauf les 4 premiers mois de 2029, où l'équipe de Lok Micheli a enchaîné les matchs nuls, voire les défaites, et s'est fait rattraper sur le fil par Lanester réserve, qui est donc monté dans la partie régulière en Régional 2. Donc là, dans la partie résultat immédiat, Lanester réserve reste en Régional 3. Alors, ceci dit, la partie réserve et U19, le fait d'avoir un résultat immédiat ou pas ne change absolument rien à la donne, si ce n'est que les entraînements et les notifications et les recommandations des entraîneurs étaient beaucoup plus libres, puisque je m'occupais globalement de moins de choses. Mais dans la partie régulière, c'est exactement la même chose. Je ne suis pas sur le banc pour les matchs de la Nester réserve, ni pour les matchs de U19. Donc voilà, la Nester réserve fait moins bien dans la partie résultat immédiat, dans la partie régulière. Les U19, eux, par contre, font aussi bien, puisqu'ils sont premiers là aussi, avec un petit peu moins d'écart. 2 défaites au lieu de une. C'est anecdotique, là il n'y a pas grand chose qui change. Globalement, les U19 ont fait une très très bonne saison. 2 défaites seulement, Pontivy et Auray, l'une à domicile, l'autre à l'extérieur. Quelques matchs nuls, mais pas beaucoup. Et là, ils ont fait match nul contre les jeunes à l'essai, les jeunes issus du centre de formation, qui sont donc invaincus contre l'Anester ancien. Puisque dans la partie régulière, les jeunes à l'essai de l'Anester ont gagné leur match contre les U19 de l'Anester. Maintenant, ceux qui veulent continuer à utiliser le bouton résultat immédiat peuvent le faire, il n'y a aucun souci. C'est une bonne alternative, ça permet d'accélérer le mouvement quand on fait des essais, des jeux, des tests, quand on veut chercher des solutions, des idées, faire des tests de tactique par exemple, des choses comme ça. Bon, on perd quand même beaucoup en qualité de ressenti, d'immersion dans le jeu.
Et puis surtout, on perd beaucoup de contrôle, sur les joueurs. Alors, je me plaignais que dans la partie, régulière, il y avait eu très, très peu, dans cette troisième année de régional 1, de progression des joueurs. Alors dans la partie résultat immédiat, c'est pire. Il y a eu peut-être 3 ou 4 joueurs qui ont eu, des signalements au cours de l'année disant: «Ben, voilà, progrès». Déjà, il n'y en a pas eu beaucoup dans la partie régulière, mais là, dans la partie, résultat immédiat, c'est inexistant quasiment. L'influence de l'entraînement, d'accord. L'influence des préparateurs et des entraîneurs adjoints, très certainement. L'influence du contenu des préparations aussi. Mais bon, bah, je reviens à mon idée initiale dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que pour moi, le staff de la Nester est à remplacer intégralement parce qu'il n'est plus à niveau et qu'il est trop faible pour améliorer les joueurs qui ont déjà des attributs très conséquents dans ces deux équipes. Bon, voilà, je vous dis pas, il faut pas jouer avec le bouton résultat immédiat, pas du tout. C'est de votre ressort, vous le pratiquez pas, c'est votre choix. Tout ce que je peux vous dire, c'est que moi, Ted Lasso, entraîneur officiel de l'équipe de la Nester dans Football Manager, j'obtiens de meilleurs résultats avec Football Manager sur une année complète que ne l'a obtenu Football Manager lui-même. Alors forcément, comme j'obtiens de meilleurs résultats, les résultats qui ont été revus à la baisse par rapport à l'équipe régulière, ça a une conséquence sur la cohésion d'équipe, l'atmosphère au club et même sur le soutien à l'entraîneur. Forcément, ça implique des choses et forcément derrière il y a des conséquences puisque l'atmosphère est moins bonne, la cohésion d'équipe est moins bonne, et bien les résultats en match sont moins bons et tout ça fait boule de neige. Dans les premiers épisodes de mon système, je vous disais que l'élément principal et majeur sur lesquels il ne fallait absolument rien lâcher, ce sont ces trois voyants. Ils conditionnent toute la partie. Si vous voulez avoir des bons résultats, il faut une bonne cohésion d'équipe, il faut une bonne atmosphère au club, il faut un bon soutien à l'entraîneur. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Je vais prendre quelques jours de vacances encore. J'ai mes petites filles, mes petits-enfants en vacances par moment. On arrive en juillet-août dans la vraie vie. J'ai la chance et le bonheur d'habiter au bord de la mer, donc le lieu de vacances de toute cette famille-là est tout trouvé. Il rapplique ici et c'est très bien, j'en suis heureux. Je vais faire moins de vidéos pendant ce temps-là, tant pis, mais j'en ferai quand même, ne vous inquiétez pas, je ne lâche pas le morceau. Je vais commencer à travailler sur la saison 2029-2030 en National 3. Ça va être difficile, faut pas se leurrer. Eh bien, je vous dis à bientôt pour le championnat national avec la Nester. Allez, salut les coachs, bon jeu, bonnes vacances à nouveau, profitez bien, amusez-vous bien, jouez bien. Salut, à bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce en l'air, ça me fera plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, vous serez ainsi informé de la sortie des prochains épisodes. Et si vous avez des questions, ou vous voulez faire des remarques, laissez des commentaires. Je les lirai et j'y répondrai avec toute l'attention nécessaire. Si vous avez envie de venir partager avec nous, sachez que le groupe FM Plaisir est un groupe Facebook français tout récent. On n'est pas encore très nombreux, mais on est tous des passionnés qui seront ravis de vous compter dans leur rang, quel que soit votre niveau de jeu. Un lien vers le groupe se trouve dans les notes de cette vidéo-ci. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt.